Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Au programme de votre magazine de l'innovation, on va démarrer avec un entraînement en cybersécurité. Oui, on cherche toujours la meilleure solution qui permettra d'éveiller les consciences sur les risques, de nous sensibiliser pour limiter les failles. Ce sera le sujet de mon interview avec Renaud Lifshitz dans quelques instants, qui est déjà installé en plateau à côté de moi. Ensuite, j'ouvrirai la discussion sur l'hydrogène. L'hydrogène qui est perçu comme une solution contre le dérèglement climatique. Nous verrons quelles en sont les promesses, mais aussi les limites et la stratégie de la France et de l'Europe en la matière. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber, notre alerte régulière avec Damien Bancal. Il faut savoir qu'il est à l'origine, Damien, de la découverte de la fuite de données médicales de près de 500 000 données de patients français. Il nous racontera toute cette affaire, nous dira comment il l'a découverte et ce qu'il s'est passé par la suite. Et enfin, on conclura par une nouveauté dans Smart Tech les lundis, une opération Smart Tech contre Covid que j'ai décidé de lancer pour mettre en avant les innovations, les technologies, les solutions qui peuvent nous aider à combattre le virus et surtout à sortir le plus vite possible des restrictions que nous subissons maintenant depuis un an. Mais donc on va commencer avec notre interview. Alors on démarre la semaine avec un exercice cyber, un tir à blanc de ransomware. On en parle tout de suite avec Renaud Lifshitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Oliseum, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité, spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. Oliseum, c'est aussi le producteur de la web-série Cybervox, des mini-films de sensibilisation, dont on parlera tout à l'heure, j'espère. Et puis, co-éditeur du Serious Game, qu'on a présenté ici dans Smart Tech en avant-première, je crois, un jeu Cyber Wargame. Alors, l'actu, je le disais, c'est cette sortie officielle d'un premier tir à blanc, comme vous l'appelez, de ransomware, c'est-à-dire la simulation d'une attaque qui est démunie de sa charge. Quel est l'objectif visé déjà ? Alors déjà, c'est parti d'un constat qu'il y a de plus en plus de ransomware. Le dernier rapport de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, fait état d'un quasi quadruplement des ransomware de 2019 à 2020. On s'est senti investi d'une mission de fournir une solution qui permette de tester sur son propre réseau la propagation d'un véritable ransomware, mais démuni de sa charge offensive, de manière à tester à la fois sa sécurité système et sa sécurité réseau. Et puis, éventuellement, avec un troisième objectif de tester la réactivité des équipes en cas d'incident. Donc là, vous adressez les entreprises. Tout à fait. On adresse directement les entreprises qui sont directement touchées avec une nouvelle tendance en fait sur ces ransomware. Non seulement ils vous chiffrent les données, mais il y a aussi des menaces à l'extorsion. Donc même si vous avez des sauvegardes, vos données peuvent être éventuellement publiées si vous ne payez pas la rançon. Oui, c'est ça, beaucoup de pression. Alors comment fonctionne ce tir à blanc de ransomware ? On peut simuler une attaque sans qu'il y ait d'attaque ? Tout à fait. Alors, on va se placer sur plusieurs points d'entrée stratégiques sur le réseau et on va tester à la fois les défenses système et les défenses réseau à la manière des ransomware, de véritables ransomware. Donc, on utilise les mêmes techniques de propagation sur le réseau, de déplacement latéral d'un poste informatique à un autre. Vous créez un petit logiciel ? C'est un véritable ransomware, mais démuni de sa charge offensive. Ça veut dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de l'attaque ? Alors, il va se propager, mais évidemment, il ne va pas chiffrer des données importantes, mais des données complètement fictives qu'on aura définies avec le client. Et il va utiliser les mêmes techniques de propagation sur le réseau et les mêmes techniques d'évasion aux antivirus et aux sondes d'analyse comportementale qu'il peut y avoir sur les postes d'entreprise de nos jours, de manière à être complètement dans un cas réel, dans un scénario réel de propagation, mais sans en avoir les inconvénients. Et comment est-ce que vous pouvez simuler un ransomware alors que les techniques, les logiciels changent en permanence ?
Alors c'est le fruit d'un travail permanent de recherche et développement à travers notre cellule Veille et Prospective, où on analyse justement les nouveautés tous les jours sur les nouveaux ransomware qui sortent, les nouvelles techniques en fait d'effacement de fichiers, les nouvelles techniques de chiffrement de fichiers, ainsi que les nouvelles techniques de déplacement sur le réseau. Et on va implémenter ces techniques-là. Donc en fait, on a un ransomware qui est une combinaison de toutes les techniques qui sont utilisées par les ransomware actuels. Alors, je parlais de la web-série Cybervox. Là, il y a un épisode qui sort sur les ransomware, donc on est en plein dans notre cœur de sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet qu'on n'a pas suffisamment dit ? Les ransomware nécessitent vraiment des actions de prévention, de préparation en amont. On ne peut pas faire grand-chose une fois qu'on a tout son système d'information qui est chiffré. Ça nécessite d'avoir des backups, des sauvegardes très régulières de son réseau et des procédures pour les restaurer. Mais ça n'est même plus suffisant puisque les dernières ransomware en fait font des menaces d'extorsion où même si vous restaurez vos sauvegardes, en fait on vous menace de publier vos données si vous ne payez pas la rançon. Du coup, il faut absolument éviter de tomber sur ce chiffrement de données, sur cette phase d'infection. Et du coup, il n'y a que des actions de prévention qui peuvent être efficaces, à savoir empêcher tout déplacement sur le réseau et avoir des procédures extrêmement réactives en cas d'incident. Et c'est là où vous pointez du doigt l'importance de la sensibilisation. Je voulais aborder d'autres sujets parce que vous êtes un chercheur en cybersécurité, vous êtes un expert, donc j'ai plein de questions à vous poser. Les cartes bancaires sans contact, je sais que c'est un des domaines que vous étudiez. Est-ce que c'est dangereux ? Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes sur le sujet. Ça a été d'actualité puisqu'avec la crise du Covid, les plafonds ont été augmentés à 50 € sur les paiements sans contact, donc avec un risque accru. À mon sens, en fait, le risque, il n'est pas d'avoir des débits par un terminal commerçant sauvagement dans les transports en commun. Il est vraiment de la récupération des données de carte bancaire et leur réutilisation sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a votre numéro de carte et votre cryptogramme à 3 chiffres, on va pouvoir utiliser ces informations sur des sites e-commerce pour pouvoir commander en ligne. Et là, par exemple, toutes les petites pochettes qui se vendent là pour protéger le sans contact, c'est utile ça ? Alors oui, c'est tout à fait utile. Il faut savoir que vous pouvez demander d'ailleurs à votre banque de vous en fournir, parce que les banques ont fait des provisions de pochettes sans contact pour on a vraiment vu des gens aspirer les données dans des, je sais pas moi, dans des RER par exemple, quand on est proches les uns des autres. Ça existe vraiment ce risque ? Alors le risque existe vraiment, mais il est très difficile à quantifier parce que ça ne laisse pas de traces malheureusement sur la carte. Et surtout, la fraude derrière, c'est une fraude d'achat à distance sur Internet et pas directement une fraude sur un terminal commerçant. Autre question, la géolocalisation qui est souvent active sur notre smartphone, est-ce que ça peut créer des failles ? La géolocalisation, elle n'est pas problématique en soi, sauf si vous installez des applications qui sont des applications qui ne sont pas de confiance en fait sur votre téléphone et qui récoltent des données abusivement. À ce moment-là, effectivement, ces applications peuvent transmettre, si elles ne sont pas conformes notamment au RGPD européen, ces informations de géolocalisation à l'éditeur qui ensuite peut en faire un usage abusif. Donc il y a un risque de collecte et d'usage abusif de ces données si vous installez des applications qui ne sont pas très regardantes sur votre téléphone. Voilà, donc prudence toujours. Merci beaucoup Renaud Liftil d'être passé par Smartech, directeur scientifique chez Oliseum. Et donc je rappelle que vous lancez un premier tir à blanc de ransomware sur le marché pour tester les défenses des entreprises. Alors nous on change de sujet, c'est l'heure de notre discussion sur l'hydrogène et la stratégie qu'il faudrait adopter en la matière. Alors c'est parti pour notre discussion sur l'hydrogène, ses promesses mais aussi la stratégie à mettre en place. On en parle avec Xavier Drouet, scientifique de carrière. Vous avez dirigé plusieurs sociétés, soutenu l'innovation à des postes de direction au ministère de la Recherche et dans les services du Premier ministre. Et aujourd'hui vous êtes consultant expert, fondateur de Défi Initiative et Innovation. Avec nous également Pierre-Étienne Franc, vice-président d'Air Liquide en charge du développement mondial pour le groupe des activités liées à l'hydrogène. Et vous êtes également le fondateur et secrétaire du Conseil mondial de l'hydrogène. Alors, première question, Xavier Drouet, peut-être ensemble déjà. Rappelez aujourd'hui quelles sont les utilisations que l'on fait de l'hydrogène. Alors actuellement, l'hydrogène est utilisé pour la fabrication des engrais azotés qui servent à fertiliser.
les sols donc dans l'agriculture. Et il est également utilisé pour les productions de certains produits pétroliers et puis d'autres composés organiques. Et enfin, il est utilisé pour des applications industrielles comme le traitement des métaux, par exemple. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce sont des utilisations grand public. Pas du tout. Air Liquide, c'est un pionnier dans l'hydrogène. Quelle est la part déjà de l'activité du groupe que représente l'hydrogène ? Alors, l'air liquide est dans l'hydrogène depuis l'industrie spatiale, parce que l'hydrogène a commencé par propulser les fusées, notamment la fusée Ariane. Et aujourd'hui, c'est une activité qui représente près de 2 milliards d'euros, donc près de 10% du chiffre d'affaires du groupe, mais c'est une activité qui est neuve dans son essor et qui a été très tirée par le développement des essences désulfurées et des essences avec des normes environnementales beaucoup plus contraignantes. C'est de ce fait-là que l'hydrogène s'est beaucoup développé dans l'industrie du raffinage et aujourd'hui est une molécule très utilisée dans cette activité-là. Alors, est-ce que quand on parle des promesses de l'hydrogène, on entend forcément solution au dérèglement climatique, hydrogène vert ? C'est pas forcément le cas. Il n'y a pas de couleur, l'hydrogène, mais c'est vrai que selon la manière dont on le produit, il va contribuer de manière complète sur l'ensemble du cycle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène, en tant que tel, la molécule dihydrogène, lorsque vous la faites réagir avec de l'oxygène, de l'air, vous faites de l'électricité, il n'y a pas d'émission. Mais par contre, si vous le produisez, selon la manière dont vous le produisez, vous allez ou pas émettre du CO2. Et tout le débat, c'est de faire en sorte qu'on le produise de manière totalement décarbonée. Quel est l'intérêt que vous voyez, vous, principalement, dans l'exploitation, l'extraction de l'hydrogène ? Alors, il y a plusieurs intérêts. L'intérêt, effectivement, à condition que l'hydrogène soit produit, puisque l'hydrogène est un vecteur d'énergie, à condition que ce soit produit avec de l'électricité décarbonée, l'hydrogène va nous permettre de nous épargner l'émission de gaz à effet de serre, à condition que dans tout le cycle de vie de son utilisation, on ait été vertueux à ce niveau-là. Donc, Et aujourd'hui, c'est le cas dans combien de pourcents des cas d'extraction ? 2-3% de l'hydrogène est fait à base d'électrolyse, c'est-à-dire à base de solutions d'énergie. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir du méthane. Oui. Ou du charbon ou du pétrole, mais surtout le méthane, c'est le plus efficace et c'est quand même le meilleur. C'est le plus efficace thermoéconomiquement et par ailleurs, les émissions de CO2 sont certes importantes, mais restent inférieures. Si on prend de l'hydrogène à base de méthane et qu'ensuite on la met dans une voiture, qu'on alimente une voiture électrique avec cet hydrogène, on a quand même un meilleur rendement global du puits à la roue que si on utilisait de l'essence ou du diesel. Mais c'est encore tout à fait insuffisant. Donc il faut effectivement soit capturer ce CO2, soit le faire à partir d'une énergie propre, typiquement l'énergie renouvelable, dans une électrolyse, casser la molécule d'eau et non plus la molécule de méthane, parce que l'eau c'est H2O. Et là, on a un bilan complet qui est totalement renouvelable. Oui, parce que cet hydrogène, donc, on le trouve partout autour de nous. On le retrouve partout, non. Oui et non, pas tant que ça. La difficulté, c'est de l'extraire, si j'ai bien compris. C'est ça, il est toujours associé à d'autres éléments. Exactement. Et alors, donc vous êtes quand même d'accord, là, autour de cette table, tous les deux, qui êtes des spécialistes de l'hydrogène, pour dire que c'est quand même une des promesses contre le dérèglement climatique. C'est une des solutions pour produire de l'électricité verte. C'est pas la solution miracle. Pourquoi c'est pas la solution miracle ? Alors, si on veut produire l'hydrogène de façon propre, décarbonée, verte, il faut le produire avec de l'électricité, électricité qui elle-même ne produit pas de carbone. Donc vous avez deux moyens pour cela, les énergies renouvelables, le photovoltaïque ou l'éolien, ou, sans que ce soit un gros mot, l'énergie nucléaire. On va prendre un exemple simple. Si vous prenez tout ce qui bouge, donc tout ce qui contribue à la mobilité en France, qui consomme à peu près 30% de l'énergie nationale. Il faudrait, pour faire passer tous ces véhicules en mode hydrogène, d'ailleurs le calcul serait même pour les faire passer en mode électrique, il faudrait doubler le parc des centrales nucléaires, ou bien il faudrait couvrir 6000 km² de panneaux photovoltaïques. 6000 km², c'est 1/100 de la surface de notre pays, c'est-à-dire un département. Oui, mais
Le Donc on a un sujet... problème d'infrastructure. Oui, mais Voilà. le sujet n'est pas un sujet hydrogène, c'est un sujet de modèle de consommation de la société. Parce que vous feriez ça avec les batteries, c'est pareil. On a un enjeu. Ce que les gens ce dont on est en train de prendre conscience, c'est qu'on a un modèle qui est extrêmement énergivore, notamment dans les transports. Et donc, si effectivement on veut basculer sur un modèle transport totalement électrique sans rien changer, on a des enjeux d'électrification de nos pays qui sont considérables, qu'il s'agisse d'hydrogène ou de batterie. Donc, évidemment, on ne peut pas basculer dans l'hydrogène et ne rien changer. Il y a un débat d'ailleurs qui est dans la société sur le modèle de consommation, les transports, l'avion, trop d'avions, pas assez d'avions, etc. Le sujet de l'hydrogène, c'est que quelles que soient les méthodes, on aura besoin d'une part de notre mix énergétique qui soit transformée et transportée à l'aide de ce vecteur-là, parce que ce vecteur a une densité énergétique qui est infiniment supérieure à celle d'une batterie, et il nous permet donc de répondre à un certain nombre d'usages dans les transports que les batteries ne savent pas résoudre. Donc c'est plus efficace aujourd'hui que les batteries. C'est plus dense et c'est plus efficace à l'usage. C'est pas forcément plus efficace dans l'ensemble du cycle de production de cette énergie. Parce que pour produire l'hydrogène, j'ai une perte d'énergie en amont. Mais par contre, je peux, avec de l'hydrogène, alimenter un camion, je peux alimenter un train, je peux alimenter même éventuellement certains types d'avions. Ça dépend comment je conditionne mon hydrogène. Ce que je ne peux pas faire avec des batteries. Parce que le volume et le poids d'une batterie dans un espace sont beaucoup plus importants pour la même énergie rendue. Donc c'est ça qui fait que l'hydrogène est un vecteur un peu unique. Et puis on parle beaucoup des transports, parce que c'est effectivement très tangible. Mais l'autre endroit où l'hydrogène est absolument incontournable, c'est dans l'industrie. Toute l'industrie qui consomme énormément de chaleur, très haute température, dans le ciment, dans la sidérurgie, dans la chimie, dans la pâte à papier, dans le verre, tous ces secteurs-là vont devoir remplacer des fuels lourds ou des fuels très énergivores et très émetteurs en CO2 par d'autres techniques de production de chaleur qui soient efficaces et qui ne soient pas émettrices de CO2. Et ça, c'est l'hydrogène qui le permet. Et il n'y a pas tellement d'autres choses. Ou alors, c'est des gaz de synthèse. Mais les gaz de synthèse, c'est de nouveau de l'hydrogène que je recombine avec autre chose. Donc vous êtes un convaincu sur, sur le oui, sujet. mais je pense qu'il y a des arguments. Non, mais l'argument de la densité, pour 1 kg d'hydrogène, vous avez à peu près 3 fois plus d'énergie qu'avec 1 kg de fuel ou 1 kg de gasoil. Est-ce qu'on a une stratégie nationale alors pour porter cette technologie ? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1 an, on est enfin passé dans une vision systémique, non pas sur le papier, mais avec des ambitions chiffrées de soutien qui sont considérables. Au niveau français ou au niveau européen ? Les deux. En fait, oui. Je pense que la grande particularité, l'intérêt, la magie, mais la complexité de l'hydrogène, c'est que c'est un enjeu systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire je vais décarboner les voitures et puis pas faire d'hydrogène propre en amont. On ne peut pas juste faire de l'hydrogène à base d'énergie renouvelable et derrière pas savoir quoi en faire. Donc il faut tout faire bouger en même temps. C'est ça qui est plus compliqué que d'habitude. C'est en fait le bon indicateur d'ailleurs qu'on passe d'un modèle énergétique à un autre. Donc le plan français, comme le plan européen, mérite de travailler les deux aspects, c'est-à-dire l'amont, favoriser le développement d'hydrogène décarboné, et l'aval, savoir son usage dans des secteurs qui vont devoir passer à l'usage de cette molécule au lieu de fuel, de diesel ou de gaz naturel. Xavier Drouet, une réaction sur la politique nationale ? L'usage, c'est l'objet qui consomme et puis c'est tout le réseau qui permet d'acheminer de l'hydrogène. Je vous rappelle que l'hydrogène est un gaz extrêmement léger, pas dense du tout, il est 14 fois plus léger que l'air. Donc pour le transporter, pour l'acheminer, il faut le comprimer, il faut ensuite pouvoir le distribuer. L'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable, comme nous l'a rappelé l'accident du Hindenburg en 1937. Donc il y a un certain nombre de précautions à prendre, ce qui veut dire que dans ce raisonnement qui, pour une fois, n'est pas en silo, mais qui est horizontal, il faut effectivement se préoccuper, par exemple, des véhicules qui utilisent de l'hydrogène, mais également du réseau d'approvisionnement. On a parlé de 1000 stations à horizon 2030 ou horizon 2050, pour que ces véhicules puissent s'approvisionner et puissent effectivement circuler avec de l'hydrogène et non pas avec de l'hydrogène qui serait en complément d'une autre énergie. Et aujourd'hui, vous pensez que la France a une stratégie audacieuse ? Alors, en tout cas, il y a un signal qui a été donné et il y a un premier chiffre qui a été annoncé à l'occasion de la présentation du plan de relance à l'automne dernier. C'est 7 milliards d'euros, si je me souviens bien, pour la partie française qui vont être consacrés. 7 milliards d'euros, ça commence à faire des sous, hein, donc voilà.
Donc ça, c'est pour les moyens. Alors ensuite, comment les organisateurs sont structurés et où est-ce qu'il y a de la connaissance? En tout cas, en France, effectivement, on a du savoir-faire dans des équipes du CEA, du CNRS, mais également dans l'industrie. Et Air Liquide a été, comment dirais-je, un leader dans ce domaine depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Voilà. Et après, l'enjeu sur ce sujet, comme pour bien d'autres, c'est de coordonner tout ce monde-là pour aller dans le bon sens. Et donc, le payeur, qui va être en partie l'État ou les pouvoirs publics, puisque les collectivités territoriales s'y mettent aussi, doit, comment dirais-je, assumer une feuille de route, et une feuille de route qui soit cohérente sur l'ensemble des, des applications de l'hydrogène, que ce soit dans des applications industrielles à forte valeur ajoutée, comme on l'a dit, ou dans certaines mobilités où l'hydrogène a effectivement un intérêt sur des transports en commun, sur des transports individuels, sur du fret de petite distance, etc. etc. Alors, Pierre-Étienne Franc, oui, Air Liquide travaille aussi sur l'international. Hein. Alors justement, Ça m'intéresse d'avoir une petite comparaison. On n'est pas seul au monde, et là, pour le coup, la France rejoint un peloton qui s'est bien construit de pays asiatiques d'un côté et d'autres pays d'Europe. Alors nous, Air Liquide, comme on est présent dans tous ces pays, on a pu accompagner tous ces mouvements. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée développent fortement l'usage de l'hydrogène dans la mobilité, donc les bus, les camions, les voitures. Dans ce contexte-là, nous avons participé à la formation des quelques grands consortiums d'aménagement des stations-service qui vont permettre d'alimenter ces réseaux, au Japon et en Corée notamment. Puis on a quelques accords en Chine, notamment avec Sinopec. Et puis aux États-Unis, vous avez le pays le plus engagé sur la transition énergétique en général, qui est la Californie, où là c'est pareil, nous accompagnons le développement de cette mobilité en construisant la plus grosse unité de production d'hydrogène liquide cette fois, pour aller acheminer cet hydrogène dans les stations. Et puis en Europe, la France s'est mise au niveau d'autres pays européens qui avaient avancé très fortement un peu en avance, notamment l'Allemagne, les pays du Nord. L'Allemagne a un programme, lui, de... C'est-à-dire qu'on a démarré un peu plus tard. Oui, on a parce que notre... quand on regarde la situation énergétique et des transports, la France avait deux constructeurs puissants qui avaient plutôt fait des options sur la batterie en termes de transport. Et quand on regarde le mix énergétique français, il est très nucléaire, donc il est entre guillemets très propre sur le plan des émissions. Donc du coup, le besoin de faire beaucoup de renouvelables et donc de gérer ces renouvelables, de les stocker et de les distribuer ensuite vers l'aval est beaucoup moins présent qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est un enjeu stratégique. Je ne peux pas arriver à déverser mon renouvelable qui vient du nord de l'Allemagne vers le sud si je ne trouve pas des vecteurs, l'hydrogène en étant un. Donc l'Allemagne a avancé un peu plus vite que nous au début, mais maintenant on est sur des plans assez similaires, et l'Europe, surtout l'Europe, a fait de son ambition de transition énergétique un sujet central, et l'hydrogène est vraiment dedans. Donc en fait, la France s'est mise maintenant au niveau des autres grands pays, et nous l'accompagnons, Air Liquide évidemment avec plaisir. Nous sommes, Benoît Potier préside le Conseil national de l'hydrogène. On a évidemment monté ce Conseil mondial de l'hydrogène pour faire comprendre à l'ensemble des acteurs du secteur dans le monde et des décideurs publics l'importance de ce sujet. Et on accompagne tous les pays qui bougent. On a démarré il y a quelques semaines le plus gros électrolyseur à base de technologie PEM qui fait 20 MW pour faire de l'hydrogène totalement décarboné, en utilisant l'hydroélectricité du Québec. Donc on est un peu présent sur tous les fronts pour essayer de faire en sorte qu'effectivement cette économie hydrogène advienne. Alors je ne vais pas vous poser la question à vous, Pierre-Étienne Franc, parce que vous êtes hyper impliqué sur cette question de l'hydrogène. Je vais la poser à Xavier Drouet. Fleur Pellerin, l'ancienne ministre du numérique, qui est à la tête d'un fonds Corelia, qui fait le pont entre la France et la Corée, nous a dit la prochaine révolution technologique en Corée du Sud, c'est l'hydrogène. Vous êtes d'accord avec ça, Xavier Drouet ? Alors, l'hydrogène va contribuer à la révolution énergétique, va contribuer significativement pour toutes les raisons pratiques et technologiques qu'on a évoquées, et puis parce qu'il y a un véritable enjeu sur l'émission des gaz à effet de serre, avec en tout cas ce qu'on fait de l'énergie actuellement. Est-ce que la Corée du Sud, comme la France, va faire le pari du tout hydrogène ? Ça m'étonnerait. Ouais. Ça m'étonnerait, d'abord pour une raison très simple, les politiques avisés ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. La deuxième chose, c'est que
Autant pour certains usages, l'hydrogène est tout à fait approprié pour la mobilité, on l'a dit, pour des processus industriels à forte valeur ajoutée, pour par exemple du chauffage dans l'habitat, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Et pour certaines mobilités, je pense par exemple au transport maritime, faire voguer des porte-conteneurs de 300 mètres de long avec de l'hydrogène, je pense que c'est ni pour demain ni pour après-demain. En revanche, pour, comment dirais-je, des mobilités qui se développent de plus en plus pour des raisons qui sont liées à l'organisation de nos sociétés, je pense au transport de courte distance, je pense à la mobilité du dernier kilomètre, etc., qui, avec la numérisation de l'économie, prennent des parts de plus en plus importantes dans notre fonctionnement. Là, l'hydrogène, les véhicules propulsés par les, comment dirais-je, dont l'énergie vient de l'hydrogène, qui a été en fait une forme de stockage d'une énergie venue d'ailleurs, auront toute leur place. Mais l'hydrogène, solution magique, solution unique, non, je ne vois pas. On est d'accord, hein. La vision... Juste un mot de conclusion. Oui, la vision du Conseil mondial de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène pourrait représenter à peu près entre 18 et 20% de la demande finale en énergie. Donc on n'est pas en train de dire que ça va tout remplacer du tout. Il y a des endroits où la batterie marche beaucoup mieux, il y a des endroits où il y a l'ammoniac, il peut y avoir tout un tas d'autres vecteurs. Mais l'hydrogène est souvent au milieu de ces vecteurs. Donc c'est pour ça que... Et ça engage une transformation quand même profonde. Fondamentale, mais très intéressante technologiquement et source de croissance et d'emploi. Merci beaucoup Pierre-Étienne Franc, vice-président d'Air Liquide, et Xavier Drouet, expert et fondateur de Défi Initiative et Innovation, pour ces éclairages sur l'hydrogène. Juste après la pause, je vous l'avais promis en introduction, on va revenir sur cette affaire de fuite de données de santé des Français, 500 000 patients concernés. Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité, le fondateur du site d'alerte zatas.com, qui d'ailleurs est celui qui a véritablement alerté les autorités et aussi les cliniques et tout le dispositif médical concerné par la fuite des données de 500 000 patients français. C'était il y a quelques jours. Alors Damien, bonjour d'abord. Et bonjour. Racontez-nous cette découverte et cette affaire. Alors, on est mi-février, je me promène, on va vraiment appeler ça comme ça, dans différents lieux où on va retrouver beaucoup de pirates informatiques, on va retrouver malheureusement énormément de fuites de données. Bref, je fais ma cyberveille qui, pour rappel, est indispensable. Mais bon, il y a pas mal de gens à première vue qui découvrent ça. Et donc, dans une conversation entre pirates informatiques, je suis en train de les lire et je vois qu'il y a une dispute entre plusieurs pirates. Alors, cette dispute, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde informatique où on retrouve ces malveillants qui vendent de la base de données, il y a comme des petits pains au chocolat, on se retrouve avec des gens qui, à première vue, n'ont pas payé ce qu'ils ont acheté, ou en tout cas n'ont pas payé le montant prévu. Je regarde la conversation, je me retrouve sur un télégramme en Turquie. Alors, ça ne veut pas dire que les pirates sont turcs, mais ils se retrouvent dans cet espace où ils commencent à discuter et à se disputer. Et l'un de ces pirates informatiques décide, tout simplement pour se venger et punir, de diffuser une base de données. Alors cette base de données, au premier abord, j'en croise malheureusement des dizaines par semaine, sauf que celle-ci s'appelait Hôpital France 500 cas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 5000 logs, ça veut dire 5000 patients. 500 000, alors je commence 500 à 000. suivre la conversation. 500 000, Pardon? Damien. 500 oui, cas, 500 000. Oui, 500 000 données. Alors, les pirates la mettent à disposition dans leur petit cercle fermé. Je commence à regarder. Et là, très clairement, c'est pas la panique, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces informations? Je préviens très vite l'ANSSI, qui était au courant, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et surtout, je décide d'en faire un message sur mon blog. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est une exclusivité que je donne pour notre chronique favorite, ces pirates sont en train d'expliquer qu'ils vont la découper en petits morceaux, pour en extraire les mails, pour en extraire les numéros de téléphone. Bref, ils sont en train de fabriquer plein de petits produits, comme ils l'appellent, à partir de cette base de données. Ok, et alors cette base gigantesque, elle contenait quoi? Vous l'avez dit, il y avait des adresses mail, des noms, quoi d'autre, des téléphones? Oui, alors c'était véritablement le problème, parce que dans les bases de données piratées, on retrouve tout le temps, aujourd'hui,
l'identité, le mail, le numéro de téléphone. Sauf que dans ce cas-là, on avait aussi le mail de la personne, mais aussi du médecin traitant, les numéros de téléphone de la maison, du téléphone portable, mais aussi malheureusement les mutuelles, l'hôpital où ça a pu être traité, mais aussi, et malheureusement ça je trouve ça très grave, eh bien par exemple les pathologies pouvant être touchées par ces patients. Alors les pirates, soyons très clairs, ils s'en moquaient complètement du contenu, parce que en les voyant discuter, pour eux ce n'était qu'une manne potentielle eh bien, à utiliser pour de l'escroquerie, pour du phishing, vous savez, le fameux hameçonnage. Et j'ai contacté un pirate qui vendait une autre base de données, parce que dans un petit laps de temps, il y a eu plusieurs bases de données vendues, dont une de 50 000 médecins. Eh bien, le pirate disait tout simplement, je vous la vends 1 000 $, parce que ça coûte certes 1 000 $, c'est cher, mais vous allez pouvoir en gagner des millions avec du ransomware. Alors, volontairement, je précise, d'habitude, on montre des captures d'écran, on illustre votre enquête, hein, mais là, vous nous la racontez, vous ne nous la montrez pas parce que vous estimez que ça pourrait porter préjudice encore aux victimes, même si on floutait certaines données. Oui, alors, très effectivement, c'est pourquoi je n'ai pas voulu faire de la capture écran ou voire même des vidéos, parce que d'abord, il faut savoir qu'en une dizaine de jours, cette base de données se retrouve dans 17 lieux sur les internets. Alors, on ne parle pas du dark web, du darknet, hein, qui, pour rappel, n'a rien d'illégal, n'a rien de dangereux, mais c'est un espace chiffré où des gens peuvent rendre des éléments un peu plus anonymes. Non, aujourd'hui, 17 fois cette base de données se retrouve dans des forums, se retrouve sur des sites web. Donc, je n'ai pas voulu le montrer, parce que je n'ai trop vu d'entreprises sauter sur l'occasion pour fabriquer l'un un moteur de recherche, l'autre pour expliquer en montrant ce qu'ils avaient pu trouver. Il faut savoir que les pirates informatiques aujourd'hui aussi ont des secteurs qui font qu'ils récupèrent toutes les images qu'ils voient dans les médias et essayent de retrouver des informations qu'ils n'ont pas, par exemple, pu acheter quelque part. Alors, cette affaire, elle n'est pas terminée, mais est-ce que les patients ont été informés? En tout cas, ce que je sais, c'est que vendredi dernier, ils n'étaient toujours pas informés puisqu'on avait une victime en plateau. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui, et grâce au journal Libération, hein, qui a fait aussi une énorme enquête pour remonter en tout cas à la source potentielle de cette fuite, moi je me suis intéressé aux pirates, comprendre où ils l'avaient volé, quand ils l'avaient volé, et puis surtout ce qu'ils allaient en faire ensuite. Eh bien, on découvre au fur et à mesure qu'aujourd'hui, c'est une trentaine de laboratoires de l'ouest de la France qui ont fuité à partir d'un logiciel qu'ils ont utilisé. Sauf qu'on a cet élément-là, mais moi je voudrais à tout prix trouver véritablement de la bouche des pirates, et ça va être très compliqué, véritablement, où ils ont pu l'extraire. Alors on sait que les autorités ont lancé une enquête. On sait très clairement que, par exemple, la police s'est posée sur ce sujet et tentera de remonter à la fuite. Alors pourquoi les patients n'ont pas été alertés? On peut présumer que ça va commencer maintenant parce que, eh bien, il y a tous les éléments. En tout cas, les autorités ont les éléments dans les mains. Le problème aussi, c'est que ont-ils les bonnes informations? Ont-ils les bonnes bases de données? Il est complètement fou de voir aujourd'hui dans des forums pirates un nombre de données se diffuser. On ne sait pas de où ça vient, on ne sait pas quand ça a été volé, et surtout ils dissèquent, pardon du terme, ce genre de données, qu'à un moment c'est très compliqué parce que ces bandes organisées, comme on les appelle assez facilement malheureusement, elles sont tellement organisées qu'elles sont désorganisées aussi, tellement elles ont des petits groupes de pirates à droite à gauche qui picorent, et puis du coup pour retrouver des traces c'est très compliqué. Merci beaucoup Damien Bancal pour toute cette affaire et puis surtout le travail que vous faites au quotidien de veille. On voit comme c'est important et c'est un travail bénévole d'ailleurs que vous faites avec zatas.com, il faut le rappeler. Merci encore. Bon, à suivre dans Smartech, on lance une opération. Voilà, tous les lundis, je vais militer pour qu'on mette en avant des technologies qui permettent de lutter contre le Covid. Ça s'appelle Smartech contre Covid et là on va découvrir une solution de désinfection. Et alors nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour cette opération Smartech contre Covid. Donc une opération qu'on va mener tous les lundis pour mettre en avant innovation et technologies qui peuvent nous aider à combattre le virus, mais surtout à accélérer la sortie des restrictions sanitaires. Pour en parler, donc Cécilia Sévry nous choisira chaque semaine une de ces innovations. Et puis aujourd'hui, nous avons en plateau Axel Lemarié, l'un des fondateurs de Viasané. Alors bonjour Cécilia, déjà. Présentez-nous ce choix d'innovation que vous avez fait pour ce premier lundi d'opération
Smartech contre Covid. Alors pour commencer cette opération, j'ai choisi une entreprise qui a décidé de prendre littéralement à bras-le-corps la problématique de cette crise sanitaire. Cette entreprise, c'est Viassané, vous l'avez dit, et il y a un an encore, c'était une entreprise d'événementiel qui a vécu 10 ans. Mais l'événementiel, bien vous le savez, ça fait partie des secteurs qui ont été le plus touchés par cette crise sanitaire. Alors vous, Axel Lemarié, avec vos associés, vous avez décidé de vous occuper du problème et de créer une entreprise pour proposer une solution sanitaire innovante. Alors voilà comment ça se présente. Vous allez pouvoir le voir sur le plateau avec nous aujourd'hui, cette solution. D'abord, il y a un virucide qui est, lui, fabriqué en Bretagne, localement, à base d'éthanol et d'alcool. Cette solution, elle est éco-certifiée à pH neutre. C'est un produit qui est compatible avec le secteur de l'alimentaire. C'est important de le préciser. Il y a aussi, avec ça, la machine, le dispositif qui va permettre de diffuser donc cette solution et de désinfecter en quelques secondes seulement le local, ce soit une boutique, une voiture, une infrastructure dans l'événementiel, une salle de spectacle, on pourra désinfecter un petit peu partout. Et donc c'est un pistolet un petit peu particulier. À l'intérieur, il y a un compresseur et une technologie, la technologie Venturi, qui va être un système qui, grâce à l'air pulsé, va permettre de disloquer la solution pour la diffuser en de minuscules gouttelettes d'eau. Et ça, c'est assez intéressant. Ça va permettre, au moment de la diffusion, que le produit soit sec une fois qu'il touche les matériaux. Donc, on pourra le diffuser, par exemple, sur du matériel informatique. C'est assez intéressant de le préciser. Et donc, le diffuser partout. Et le temps d'être en contact avec la matière, il sera complètement sec. Donc, on l'applique et on peut tout de suite réutiliser le matériel qui a été désinfecté. Alors, j'ai dit, il y a de l'alcool et de l'éthanol, il faut attendre un petit peu, sortir de la pièce pendant 1 minute. Si c'est dans la voiture, sortir de la voiture pendant 1 minute, pour les taxis, par exemple. Et donc, ça pose un petit problème. C'est un peu moins pratique pour une boutique parce qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus personne dans le local. C'est important pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ne respire pas l'alcool et l'éthanol tout simplement. Mais sinon, c'est quand même assez rapide. Ça sèche en 1 minute à peu près. Alors cette solution de désinfection, elle est assez efficace, mais il faudra encore compter du coup sur le gel alcoolique, évidemment sur le masque, sur les mesures barrières. Alors moi je propose qu'on commence par vous donner la parole, Axel Lemarié, qui est le fondateur de Viassané. Pourquoi, quand vous avez décidé de tout plaquer pour vous lancer dans la création d'une solution sanitaire, vous avez choisi de créer ce produit en particulier? Pourquoi pas autre chose? Alors Cécilia, déjà, merci de me recevoir. Et pour juste vous reprendre sans vous reprendre, je n'ai pas tout plaqué. Tout est juste en pause et on va tout reprendre avec grand plaisir. L'idée, c'est de reprendre l'événementiel quand votre solution aura permis de le faire. On adore toujours ce métier, on a toujours des gens très compétents qui travaillent dedans, avec qui on collabore, donc on ne plaquera pas tout. Je vous rassure tous. Mais en tout cas, on va le reprendre. Pourquoi on a choisi cette solution? C'était votre question. En fait, on a voulu faire un choix on a voulu faire le choix de prendre une bonne opportunité, de trouver une bonne opportunité, et c'est pas un élément de langage, sans être opportuniste par rapport à cette situation, à cette crise sanitaire qui délie un certain nombre de langues, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent autour de ça et qui pourraient se sentir, pas forcément dans de bonnes dispositions commerciales pour certaines choses. Par exemple, les masques ou autres sont des choses sur lesquelles on voulait pas du tout. On voulait trouver quelque chose qui allait à la fois améliorer la vie des gens, accélérer l'ouverture, notamment des lieux avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Donc on va parler des restaurants, des bars, des pubs, des clubs, etc. etc. Des plateaux télé. Des plateaux télé, exactement. Tout un tas d'endroits dans lesquels nos chers intermittents du spectacle ont travaillé et travaillent encore. Et nous, on voulait à la base vraiment chercher quelque chose qui pourrait accentuer ça, qui pourrait accélérer cette réouverture, parce que trouver une solution... Elle est efficace aujourd'hui déjà, cette solution? Tout à fait, elle est, oui. D'accord. Et combien de temps dure la désinfection? Alors la désinfection, à l'heure actuelle, avec le produit qu'il y a à l'intérieur, dure le temps que vous l'avez posé, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de recontamination. Ça fonctionne plus ou moins comme un gel hydroalcoolique pour vulgariser un petit peu les choses. Ça, on ne peut pas savoir s'il y a une contamination à nouveau. Alors vous pouvez pas le savoir. En revanche, ce que vous pouvez, si vous passez du gel hydroalcoolique sur les mains, vous savez que vous avez annihilé, en tout cas, les virus qui étaient potentiellement posés dessus. Cette solution va avoir la même action. D'accord. L'action qui pourrait être différente, c'est-à-dire de poser un biofilm qui existe déjà, est une action qui est plus coûteuse, qui est plus contraignante sur certaines choses. Donc en fonction des utilisations, on va mettre en place des procédés. Par exemple, on prenait l'exemple d'un taxi. D'ailleurs, la machine que je vous
présente ici, c'est l'une des machines de notre gamme. C'est la compacte. Elle est faite pour aller dans ce genre de véhicule, les VSAV de pompiers, les ambulances, les taxis ou les VTC, quels qu'ils soient. Il ne va pas, lui, il va pouvoir, après chaque client, après chaque patient, passer cette machine. En revanche, si je vous dis que les biofilms en question, donc qui existent, ça existe et ça marche. Une fois que c'est passé, aujourd'hui pour être produit, alors d'une part c'est cher, et puis il y a aussi l'inconscient collectif qui dit que vous y croyez, vous ? Dans 20 jours, il y a toujours plus de virus possible ici. Vous y croirez ? Est-ce que vous y croirez à ce moment-là ? Je sais pas, il faudrait qu'on me le démontre. Mais c'est exactement ça en fait. Et en plus, on est français, cocorico, et on a plein de qualités, mais aussi quelques défauts là-dessus. C'est-à-dire qu'on est un petit peu, comment dire, dur avec. On a besoin de voir. On a besoin de savoir, on a besoin de voir. On est comme Saint Thomas, on veut tout savoir, etc. Et c'est bien et c'est normal. En revanche, forcément, avec ce genre de produit biofilm, qui aujourd'hui, c'est un peu trop jeune pour pouvoir en parler. On va pouvoir plus rassurer les gens en disant à chaque fois que quelqu'un est passé, on peut le faire. Plutôt que de dire, de toute façon, ça sera valable pendant 30 jours. C'est l'équivalent de passer une lingette, désinfecter l'air ambiant. C'est exactement ça, c'est l'équivalent de passer une lingette. Là, en l'occurrence, sur ce studio, entre les écrans, le bureau, le micro, enfin bref, toutes les surfaces qu'on pourrait avoir ici, les vêtements ou autres, mais c'est difficile, ça pourrait être posé partout. Et tout serait désinfecté au bout de 60 secondes, parce que c'est le temps que le produit agisse pour pouvoir tuer notamment le coronavirus. C'est difficile de convaincre les commerçants d'utiliser de la technologie plutôt que des lingettes ? Alors non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'en fait, c'est bénéfique. C'est bénéfique et on a un point de rentabilité qui est assez rapide. Coût quand même, hein. Alors oui, tout à fait, ça a un coût. Combien ? Combien vous en voulez? Non. Combien? Cette machine-là, typiquement, qui est donc une machine sur batterie, portable, avec donc son flexible qui n'est pas ici, mais elle a un flexible donc en torsade avec son pistolet et la technologie Venturi à l'intérieur. C'est un produit qui est à 1 055 € aujourd'hui, sans le virucide à l'intérieur. Un bidon de 5 litres vaut aux alentours des 34 €. Ce bidon de 5 litres va vous faire aux alentours de 10 000 m². Donc on est dans un produit qui est économique, qui est écologique, parce que donc on a tous les labels on a toutes les certifications écologiques sur le produit, sur le virucide exactement. Donc il est accepté en agriculture biologique, il est reconnu au ministère de l'Environnement, il est à 98% d'origine minérale et végétale. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le labo de chimie chez qui on achète ce produit et qui nous le certifie, parce qu'étatiquement parlant, il a eu le droit à avoir cette certification. Juste d'un mot, parce que vous venez de l'événementiel, on a besoin d'être rassuré. Cette machine, vous ne l'avez pas fabriquée vous-même? Avec mes petits bras. Mais je suis elle est en cours de certification, c'est ça? Alors, aujourd'hui? Plus encore. La machine en elle-même est en cours de certification, parce que ça prend un délai fou. Hein, très rapidement, on arrive à la fin. Ça prend 8 semaines. En revanche, c'est déjà une machine qui est normée CE, qui est fabriquée en Europe. On a voulu faire quelque chose de très ou européen ou très français pour le produit, histoire de rassurer tout le monde. Mais oui, c'est en cours de certification. Merci beaucoup, Axel Lemarié de Viassané, pour nous avoir présenté cette première solution longue série, Cécilia Sévry, j'imagine. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi Smartech. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous pitch, les entreprises du numérique. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.